La brume matinale recouvrait le lac Maple comme un linceul, comme elle le faisait chaque mois de septembre depuis 10 ans. Beth Morrison se tenait au bord de l'eau, les doigts serrés autour d'un thermos de café depuis longtemps refroidi. Au loin, un plongeon huard lança son cri plaintif au-dessus du lac, son appel mélancolique résonnant contre les collines couvertes de pins qui entouraient Maple Falls, dans l'État de Washington. Ce son l'apaisait autrefois, à l'époque où sa fille de 12 ans, Ashley, dévalait à toute vitesse le sentier de Cedar Ridge sur son vélo jaune éclatant, son rire se mêlant au chant matinal des oiseaux. Désormais, ce même appel semblait se moquer d'elle, un rappel cruel de tout ce qui avait été perdu un jour semblable à celui-ci, le jour où son monde s'était écroulé. Beth ferma les yeux et se laissa emporter par les souvenirs de ce dernier matin, le 15 septembre 2014, lorsqu'Ashley l'avait embrassée en promettant d'être rentrée pour le déjeuner. Elle n'était jamais allée plus loin que le lac. Les souvenirs de ce jour étaient d'une clarté cristalline, figés par le traumatisme et la répétition. Ashley était enthousiaste à l'idée du week-end de camping qu'elle préparait avec sa meilleure amie, Megan Patterson. Elle babillait pendant le petit déjeuner au sujet du guide des constellations qu'elle voulait emporter. Beth, de son côté, se préparait pour sa journée à la bibliothèque municipale de Maple Falls, où elle travaillait comme bibliothécaire en chef, repassant mentalement la discussion du club de lecture qu'elle devait animer cet après-midi-là. La banalité de ce matin-là lui semblait aujourd'hui une cruelle plaisanterie. Les taquineries sur la chambre en désordre d'Ashley, le rappel de mettre son casque en faisant du vélo, le «je t'aime», lancé à la volée alors que la porte moustiquaire claquait derrière sa fille. L'enquête avait mobilisé toute la petite ville forestière de Maple Falls pendant des mois. Des équipes de recherche avaient arpenté chaque recoin de la forêt environnante. Des plongeurs avaient exploré les eaux troubles du lac Maple et des bénévoles avaient placardé des avis de disparition sur chaque poteau téléphonique jusqu'à Bellingham. Le vélo d'Ashley avait été retrouvé abandonné près de l'ancien quai de pêche, ses rubans rouges flottant encore dans la brise automnale. Son sac à dos gisait à côté, son contenu éparpillé, rien ne manquait sauf son casque violet orné d'étoiles argentées. Le détective Tom Rodriguez, installé à Maple Falls 2 ans avant la disparition d'Ashley, avait dirigé l'enquête avec une détermination méthodique. Transfuge du département de police de Seattle, venu chercher une vie plus paisible dans les montagnes, Rodriguez avait importé des techniques d'enquête méticuleuses dans une communauté qui n'avait jamais connu rien de plus grave que quelques délits de conduite en état d'ivresse. Il avait interrogé chaque habitant dans un rayon de 8 kilomètres autour du lac, vérifié chaque alibi avec une rigueur que beaucoup jugeaient excessive, mais qui reconnaissait la naïveté dangereuse des suppositions que l'on fait dans les petites villes sur ses voisins. L'enquête initiale avait été très poussée, avec le renfort de la police d'État et la consultation du FBI lorsque les pistes locales s'étaient épuisées. Rodriguez avait envisagé toutes les hypothèses: noyade accidentelle, attaque animale, enlèvement par un inconnu, voire la possibilité lointaine qu'Ashley ait fugué, une théorie rapidement écartée par tous ceux qui la connaissaient. C'était une enfant heureuse, bien dans sa peau, entourée de parents aimants et d'amitiés solides, impatiente de commencer la classe de 4e et de rejoindre l'équipe de soccer junior. Mais au fil des semaines, puis des mois, puis des années, l'affaire s'était refroidie. L'attention des médias avait diminué. Les équipes de recherche s'étaient dissipées et Maple Falls avait lentement tenté de retrouver une vie normale. Tous, semblait-il, sauf Beth Morrison, qui n'avait jamais pu accepter que sa fille ait disparu sans laisser de traces. Pendant 10 longues années, Beth avait maintenu sa vigile. Chaque matin, elle prenait la route sinueuse qui menait au lac Maple, garait sa vieille Toyota Camry près du quai où le vélo d'Ashley avait été retrouvé et longeait la rive. Ce rituel était devenu aussi vital pour elle que de respirer, une manière de rester connectée à sa fille, de refuser que le monde oublie ce qui s'était passé ici. Elle avait mémorisé chaque tronc tombé, chaque affleurement rocheux, chaque virage du sentier menant plus profondément dans les montagnes North Cascade. Les saisons marquaient le temps de façon à la fois significative et absurde. Le printemps apportait les fleurs sauvages qu'Ashley aurait aimées. L'été apportait des familles avec des enfants qui rappelaient à Beth tout ce qu'elle avait perdu. L'automne apportait l'anniversaire de la disparition. Et l'hiver, une beauté austère qui reflétait le vide dans son cœur.
Les habitants avaient appris à lui laisser de l'espace pendant ses promenades matinales, comprenant que le deuil prenait des formes variées et que celle de Beth nécessitait la solitude et la répétition. Son mari, Michael, avait essayé de l'accompagner au début, mais son propre chagrin s'était exprimé autrement, par la colère contre les limites de l'enquête, par des tentatives désespérées d'aller de l'avant, puis par l'acceptation d'un poste à Spokane que Beth ne pouvait se résoudre à accepter. Leur mariage n'avait pas survécu à l'épreuve. Une autre victime de ce matin de septembre qui avait détruit bien plus qu'une seule vie. Certains murmuraient qu'elle perdait pied, que 10 ans, c'était trop long pour espérer des réponses qui ne viendraient peut-être jamais. Mais Beth savait quelque chose qu'ils ignoraient, une intuition maternelle, tenace, qui ne l'avait jamais laissé croire que sa fille était vraiment partie. Il n'y avait pas de corps, aucune preuve définitive de crime, juste un vélo, un sac à dos et un mystère qui avait englouti son enfant. Le détective Rodriguez, les tempes désormais grisonnantes et le regard alourdi par les dossiers non résolus, continuait de prendre régulièrement des nouvelles de Beth. Il ne le disait jamais ouvertement, mais elle voyait dans ses yeux qu'il luttait lui aussi contre cette affaire qui avait marqué le début de sa carrière à Maple Falls. La découverte eut lieu un mardi matin de fin septembre, exactement 10 ans et une semaine après la disparition d'Ashley. Beth suivait son itinéraire habituel sur la rive nord du lac, dépassant le banc commémoratif que la communauté avait installé en l'honneur d'Ashley lors de la 2e année, quand elle aperçut quelque chose d'inhabituel, suspendu à un sapin de Douglas, à une trentaine de mètres dans la forêt. La lumière du matin perçait le feuillage en faisceaux dorés et, là, suspendu à une branche à environ 2,50 m du sol, se trouvait un objet violet, parsemé de reflets métalliques qui captaient la lumière. Son cœur s'emballa avant même que son esprit ne comprenne ce qu'elle voyait. Après 10 ans de recherche, d'espoir, d'illusion, elle avait appris à maîtriser ses attentes. Mais ceci était différent. C'était réel. Elle se précipita à travers les broussailles, les branches griffant sa veste, jusqu'à se tenir juste sous l'arbre. Là, suspendu à une branche robuste par sa jugulaire, se trouvait le casque d'Ashley. Le plastique violet avait légèrement terni après une décennie d'intempéries, mais les étoiles argentées les restaient parfaitement reconnaissables. Des étoiles à 5 branches qu'Ashley avait soigneusement collées elle-même l'été précédant sa disparition, affirmant qu'elle la faisait ressembler à une super-héroïne. Les jambes de Beth se dérobèrent sous elle, et elle se retrouva à genoux sur la terre humide, les yeux rivés sur cette vision impossible. Le casque se balançait doucement dans la brise du matin, comme s'il avait attendu toutes ces années qu'elle vienne le retrouver. D'une main tremblante, elle sortit son téléphone portable et composa le numéro du détective Rodriguez. Sa voix n'était qu'un murmure lorsque celui-ci décrocha. « Tom », dit-elle, utilisant son prénom pour la première fois depuis probablement 10 ans. « J'ai trouvé quelque chose. J'ai trouvé son casque. » Le détective Rodriguez arriva en moins de 15 minutes, sa berline banalisée soulevant du gravier en se garant près du lac. Beth était toujours agenouillée sous le sapin de Douglas lorsqu'il la trouva, les larmes ruisselant sur ses joues tandis qu'elle fixait le casque qui avait hanté ses rêves pendant une décennie. Rodriguez sentit son souffle se bloquer à la vue de l'objet suspendu là, de façon si clairement délibérée, il n'avait pas chuté ni été emporté par le vent. Ce n'était pas une coïncidence naturelle. Ce n'était pas un débris négligé lors des recherches initiales. Quelqu'un l'avait mis là, et récemment. L'unité de la police scientifique du comté de Whatcom arriva peu après, suivie par ce qui semblait être la moitié de la ville de Maple Falls. Alors que la nouvelle se propageait via le très efficace réseau de rumeurs de la communauté, la zone autour du sapin fut délimitée par un ruban jaune, et les techniciens commencèrent à documenter chaque détail. La hauteur et la position exacte du casque, l'état de la branche, la végétation environnante. Le casque fut soigneusement retiré et placé dans un sac à preuves, même si tout le monde savait qu'après 10 ans d'exposition aux éléments, la majorité des preuves médico-légales avaient probablement disparu. Ce qui frappa le plus Rodriguez, ce n'était pas seulement le casque lui-même, mais son état et son emplacement. La sangle mentonnière montrait des signes de nouage délibéré et non de simple emmêlement accidentel. Le plastique violet, bien que décoloré, était intact et ne montrait pas les dégâts qu'on aurait pu attendre après 10 années passées en extérieur. Plus important encore, l'arbre se trouvait à près d'1/4 de mille de l'endroit où le vélo d'Ashley avait été retrouvé,
dans une direction qui ne correspondait à aucun scénario de chute dans le lac ou d'égarement dans la forêt. Il s'agissait de la première preuve tangible dans cette affaire depuis les tout premiers jours, et cela changeait tout. Le casque n'était pas là lors des recherches initiales. Rodriguez en était certain. Quelqu'un l'y avait placé, peut-être récemment, ce qui signifiait que quelqu'un à Maple Falls savait ce qui était arrivé à Ashley Morrison. Cette découverte fit l'effet d'un choc dans la petite communauté, rouvrant des blessures jamais totalement refermées et soulevant des questions enfouies sous des années de résignation. Maple Falls était le genre d'endroit où tout le monde connaissait les affaires de tout le monde, où les secrets étaient difficiles à garder et où les rumeurs circulaient plus vite qu'un feu de forêt. Le fait que quelqu'un parmi eux ait dissimulé des informations sur la disparition d'Ashley pendant 10 ans sema une atmosphère de suspicion et de paranoïa que la ville n'avait jamais connue. Les voisins qui partageaient autrefois café et conversation commencèrent à se regarder d'un autre œil, se demandant quels sombres secrets pouvaient se cacher derrière des visages familiers. Le restaurant Murphy's Diner, sur Main Street, devint un foyer de spéculation, les conversations s'interrompant ou passant au chuchotement dès que certains anciens résidents entraient. À mesure que la nouvelle de la découverte se propageait au-delà de Maple Falls, via les réseaux sociaux et les médias régionaux, la ville se retrouva sous les projecteurs, une attention qu'elle n'avait jamais souhaitée. Des journalistes arrivèrent de Seattle et de Vancouver, installant leurs camions satellites sur le parking du Mountain View Motel, interviewant quiconque acceptait de parler devant les caméras de l'affaire qui avait marqué leur communauté pendant une décennie. Beth se retrouva au centre de cette tempête médiatique. Elle peinait à concilier son désir de réponse avec son besoin d'intimité dans une période déjà émotionnellement accablante. Elle accepta quelques interviews soigneusement sélectionnées, parlant avec une dignité silencieuse de ses 10 années de recherche et de sa conviction que la découverte du casque mènerait enfin à la vérité sur ce qui était arrivé à Ashley. À Maple Falls, d'anciennes suspicions refirent surface. Rodriguez replongea dans les dossiers qu'il connaissait par cœur, à la recherche de liens qu'il aurait pu manquer lors de l'enquête initiale. Le moment de l'apparition du casque ne pouvait pas être une coïncidence. Quelqu'un voulait qu'il soit trouvé, peut-être pour envoyer un message ou se libérer d'un poids moral vieux de 10 ans. Il recommença à interroger les résidents présents à l'époque de la disparition, en prêtant une attention particulière à ceux qui s'étaient montrés anormalement intéressés par l'affaire ou dont le comportement avait changé au fil des ans. Un nom revenait sans cesse dans ses notes, Kevin Brennan, un bricoleur local qui avait été parmi les premiers volontaires lors des recherches en 2014. Brennan avait toujours semblé un peu étrange à Rodriguez, du genre à s'incruster là où il n'était pas forcément bienvenu. C'était un solitaire par nature, non marié, sans attache familiale proche, vivant de petits boulots dans le comté de Whatcom. Lors de l'enquête initiale, il avait été interrogé à plusieurs reprises, mais avait fourni des alibis solides pour le jour de la disparition d'Ashley. Il travaillait alors sur la rénovation d'une terrasse pour la famille Ann Williams, de l'autre côté de la ville, et plusieurs témoins avaient confirmé sa présence. Mais en relisant ses anciens entretiens avec un œil neuf, Rodriguez repéra des incohérences dans les déclarations de Brennan, de petits détails qui ne correspondaient pas au récit des autres témoins. Plus inquiétant encore, Brennan semblait connaître des éléments de l'affaire qui n'avaient jamais été rendus publics. Rodriguez nota qu'il devait retrouver la famille Williams et vérifier ses alibis avec une rigueur qui aurait peut-être dû être appliquée dès le départ. Il entreprit aussi de découvrir où se trouvait Brennan aujourd'hui et apprit que l'homme était étonnamment absent de Maple Falls depuis un mois, affirmant rendre visite à de la famille dans l'est de l'État de Washington. L'enquête prit une tournure plus urgente lorsque Rodriguez découvrit que le prétendu voyage de Brennan ne pouvait pas être confirmé. Les proches qu'il disait visiter n'avaient aucune trace de sa venue, et les appels téléphoniques pour vérifier son récit restèrent sans réponse. Les recherches de Rodriguez mirent en lumière un comportement inquiétant. Brennan avait un passé d'implication dans des drames locaux et des affaires de disparition, se portant toujours volontaire pour les équipes de recherche et apparaissant aux réunions communautaires où l'on discutait de tels incidents. Une enquête plus approfondie sur son passé révéla un homme marqué par l'instabilité et l'isolement social. Quelqu'un qui avait erré d'un emploi à l'autre et de communauté en communauté tout au long de sa vie adulte sans jamais établir de relations durables.
Il n'avait aucun antécédent criminel, mais plusieurs employeurs s'étaient plaints de comportements inappropriés et de problèmes de limite, notamment avec des familles ayant de jeunes enfants. Armé de ces informations et animé d'un sentiment grandissant d'être enfin sur la bonne piste, le détective Rodriguez obtint un mandat de perquisition pour la cabane de Brennan, située sur Mosquito Creek Road, dans une zone forestière dense ayant été exploitée plusieurs décennies plus tôt. La propriété était isolée, accessible uniquement par un chemin de terre étroit serpentant à travers une forêt secondaire. Le genre d'endroit où l'on pouvait venir et partir sans être remarqué. Alors que Rodriguez et son équipe s'approchaient de la cabane délabrée par un matin gris d'octobre, il ressentit ce mélange familier d'anticipation et d'appréhension qui accompagne les moments cruciaux d'une enquête. La cabane en elle-même était modeste et sans attrait particulier. L'habitation d'un homme possédant peu et voyageant léger. Mais dans un abri derrière la structure principale, les techniciens de la police scientifique firent une découverte qui glaça le sang de tous les présents. Cachés sous une bâche et plusieurs sacs d'engrais, se trouvèrent des objets ayant appartenu à Ashley Morrison. Sa montre, un bracelet d'amitié qu'elle avait fabriqué lors d'un camp d'été, et surtout, sa carte d'élève de l'école secondaire Maple Falls. Les objets étaient soigneusement conservés, emballés dans du plastique et rangés dans une boîte en bois, ce qui suggérait que quelqu'un les avait gardés comme trophées et non jetés comme des preuves compromettantes. Mais d'autres découvertes furent tout aussi troublantes. Des coupures de journaux sur la disparition d'Ashley, des cartes imprimées de la région autour du lac Maple avec différents endroits marqués à l'encre rouge, et surtout, ce qui semblait être un journal intime rempli d'entrées décousues parlant de la fille du lac et du besoin de préserver sa mémoire. L'écriture était instable, alternant entre une calligraphie appliquée et des griffonnages furieux, signe d'un esprit en proie à une détérioration progressive sous le poids de ses secrets. Rodriguez sentit monter en lui la poussée d'adrénaline qu'apporte une percée dans une affaire, mais aussi une profonde tristesse pour Beth Morrison, dont les pires craintes allaient être confirmées. Après 10 années à espérer envers et contre tout qu'Ashley puisse être encore en vie, les preuves découvertes dans le cabanon de Kevin Brennan laissaient peu de place à l'optimisme. La chasse à l'homme pour retrouver Kevin Brennan fut immédiatement lancée, avec la participation des forces de l'ordre à travers tout l'État de Washington et jusqu'en Oregon. Son pick-up fut repéré 3 jours plus tard sur une aire de repos près d'Ellensburg, dans l'État de Washington. Mais lorsque les autorités arrivèrent, il s'était déjà volatilisé. L'enquête révéla que Brennan vivait en marge, campant dans des zones reculées des montagnes Cascades et ne payant qu'en liquide afin de ne laisser aucune trace numérique. Sa connaissance approfondie de la nature en faisait un fugitif redoutable, capable d'échapper à la capture pendant des semaines, voire des mois. L'unité d'analyse comportementale du FBI dressa un profil psychologique de Brennan, un homme rongé par la culpabilité et la paranoïa, dont l'état mental s'était lentement dégradé sous la pression de garder un secret aussi lourd pendant si longtemps. La percée dans l'affaire vint d'une source inattendue, un randonneur nommé Chris Martinez, qui avait suivi les informations et reconnu la photo de Brennan lors d'une rencontre fortuite quelques jours auparavant. Martinez contacta la police pour signaler qu'il avait croisé un homme correspondant à la description dans un camping reculé de la forêt nationale d'Okanogan. L'homme semblait agité, murmurant des choses à lui-même sur le fait de réparer les choses et sur trop d'années à porter des secrets. Les gardes forestiers et la police locale convergèrent dans la zone, utilisant hélicoptères et chiens pisteurs pour retrouver Brennan à travers la nature dense. Ils le retrouvèrent le 4e jour, assis au bord d'un ruisseau, tenant sur ses genoux le casque violet d'Ashley, les larmes coulant sur son visage marqué par les ans. Lorsque le détective Rodriguez arriva pour procéder à l'arrestation, il trouva un homme brisé, semblant presque soulagé que sa décennie de fuite touche enfin à sa fin. Brennan leva les yeux vers lui, le regard vide, et dit simplement « J'attendais que quelqu'un me retrouve ». La confession de Kevin Brennan se déroula lentement, dans une voix monotone chargée de culpabilité et de tourments psychologiques. Il expliqua qu'il passait en voiture près du lac Maple, ce matin de septembre 2014, de retour d'un chantier de menuiserie à Bellingham, lorsqu'il aperçut Ashley roulant à vélo sur le sentier longeant la rive. Quelque chose dans sa manière insouciante d'être
avait déclenché en lui une noirceur qu'il avouait ne pas comprendre. Il raconta une vie d'isolement social, de relations avortées, à observer le bonheur des autres de l'extérieur, tout en se sentant de plus en plus déconnecté du monde. Ashley représentait tout ce qu'il estimait lui avoir été refusé: la jeunesse, l'innocence, une joie simple et inaccessible. Il avait garé son camion et l'avait suivi à pied, se disant qu'il voulait simplement l'observer, être proche de cette joie pure. Mais lorsqu'Ashley s'était arrêté près de l'ancien quai de pêche pour se reposer, Brennan s'était approché sous prétexte de demander son chemin. La conversation avait été brève et semblait anodine. Mais lorsqu'elle avait tenté de repartir, quelque chose en elle avait cédé. Il ne pouvait pas la laisser partir. Il ne pouvait supporter l'idée de retourner dans sa cabane vide après ce bref contact avec la vie. La lutte qui suivit fut courte mais tragique. Ashley avait tenté de s'enfuir lorsque Brennan lui saisit le bras, son casque se détachant alors qu'elle se débattait. Elle avait crié à l'aide, sa voix résonnant sur l'eau, luttant contre un homme 2 fois plus grand qu'elle, émue par un désespoir qu'elle ne pouvait comprendre. Brennan l'avait rattrapée avant qu'elle n'atteigne son vélo, et en tentant de faire taire ses cris, il avait frappé sa tête contre un rocher près de la rive. Il porta les corps inconscients d'Ashley plus profondément dans la forêt, jusqu'à un système de grottes qu'il connaissait pour y avoir chassé. Il avait espéré qu'elle reprendrait connaissance et qu'il pourrait la convaincre de ne rien révéler. Mais Ashley ne se réveilla jamais. La blessure à la tête était plus grave qu'il ne l'avait pensé, et elle mourut cette nuit-là, seule dans l'obscurité avec son ravisseur pour unique compagnie. Pris de panique et de désespoir, il enterra son corps profondément dans une chambre souterraine, accessible uniquement en rampant à travers des passages étroits. Il était ensuite retourné au lac pour récupérer son vélo et son sac à dos, en dispersant le contenu pour donner l'illusion qu'elle s'était simplement volatilisée. Mais il avait conservé son casque, ainsi que d'autres objets personnels, incapable de se détacher complètement de la jeune fille dont il avait volé la vie. Depuis 10 ans, Brennan portait le poids de son crime, observant les pèlerinages quotidiens de Beth Morrison au lac et voyant sa culpabilité se multiplier à chaque jour qui passait. Il avait participé aux premières opérations de recherche, non par véritable désir d'aider, mais par un besoin compulsif de rester proche de l'enquête et de surveiller ce que les autorités savaient. La tromperie était devenue un travail à plein temps, nécessitant une vigilance constante et une gestion soigneuse de sa personne publique pour éviter les soupçons. Au fil des années, il avait vu les parents d'Ashley divorcer sous la pression de leur perte et assister à la transformation des promenades journalières de Beth en sujet d'inquiétude pour la communauté. Le savoir responsable de tant de souffrances avait rongé sa santé mentale. La décision de suspendre le casque à l'arbre avait été un acte impulsif, né du désespoir et d'un état mental en dégradation avancée. Il ne supportait plus la vue du casque dans son cabanon, sans pour autant pouvoir s'en débarrasser totalement. Une partie de lui espérait que la vérité ressorte, que l'enquête reprenne, que sa culpabilité soit enfin révélée. 3 semaines plus tard, par un matin d'octobre vif, rappelant à tous le jour de la disparition, les restes d'Ashley furent retrouvés. Le réseau de grottes décrit par Brennan se situait à près de 8 kilomètres du lac Maple, accessible uniquement par des passages étroits nécessitant un équipement spécialisé. L'équipe de récupération comprenait des spécialistes en secours spéléo et des anthropologues médico-légaux capables de documenter et d'extraire les restes laissés là depuis une décennie. Quand ils découvrirent le corps enveloppé dans une bâche et enterré sous des rochers, exactement comme l'avait décrit Brennan, même les experts furent émus devant un si petit corps dans un lieu si vaste et isolé. Beth insista pour être présente lors de la sortie du corps de sa fille, malgré les tentatives délicates de Rodriguez pour la dissuader. Elle se tint à l'entrée de la grotte avec un stoïcisme impressionnant, les mains serrées autour d'un bouquet de fleurs sauvages cueillies sur le chemin. Lorsque l'équipe de récupération apparut, portant les restes enveloppés, Beth s'avança et déposa les fleurs auprès de sa fille, murmurant des mots d'amour et de pardon qu'Ashley seule pouvait entendre. Les funérailles eurent lieu 4 jours plus tard à l'église communautaire de Maple Falls, et toute la ville sembla se déplacer pour offrir enfin une sépulture à Ashley. La cérémonie célébra sa vie plutôt que de pleurer sa mort, ponctuée de souvenirs d'élèves et de professeurs évoquant sa gentillesse, son amour des animaux et son rire contagieux.
Son ancienne institutrice parla du projet de foire scientifique d'Ashley sur la migration des oiseaux locaux, tandis que sa meilleure amie, Megan Patterson, désormais diplômée, lut un poème sur l'amitié et la mémoire. La chorale du lycée interpréta Amazing Grace, puis Beth prit la parole avec calme pour remercier la communauté de ses 10 années de soutien et exprima sa conviction que l'esprit de sa fille n'avait jamais quitté ce lieu qu'elle avait tant aimé. Elle annonça aussi la création prochaine de la fondation Ashley Morrison, dédiée à la sécurité des enfants, l'éducation et le soutien aux familles touchées par des cas de disparition. Ashley fut enterrée dans un terrain surplombant le lac, sa stèle gravée simplement. Ashley Marie Morrison, fille bien-aimée, éternellement 12 ans, éternellement dans nos mémoires. Kevin Brennan fut condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, bien que nombreux furent ceux à Maple Falls qui estimèrent qu'aucune sanction n'équivalait à ce qu'il avait enlevé à leur communauté. Lors de l'audience, il regarda directement Beth Morrison et s'excusa, sa voix brisée en évoquant 10 années de tourments. Beth l'écouta sans expression, puis se leva pour une déclaration d'impact en tant que victime, prononcée avec mesure et calme. Ces mots évoquaient le pardon, non pour l'homme, mais pour sa propre paix intérieure. Elle parla de la nature corrosive de la haine et de la colère, et de son refus de laisser son poison envahir le reste de sa vie. Ce geste de grâce, rare et difficile à comprendre, marqua le début de son parcours vers la guérison. Dans les mois qui suivirent, Beth se consacra entièrement à la création de la Ashley Morrison Foundation, y trouvant un sens à sa peine et aidant d'autres familles à éviter la décennie d'incertitude qu'elle avait vécue. Le siège de la fondation fut installé près du lac Maple et connut rapidement une reconnaissance nationale. Le détective Rodriguez, proche de la retraite, accompagna souvent Beth lors de ses promenades matinales. Leur amitié s'était forgée dans une détermination commune et une résolution ultime. L'expérience avait transformé son regard sur la police et la vie elle-même, lui enseignant la force de la persévérance et l'importance de ne jamais perdre espoir. L'histoire de la disparition d'Ashley Morrison et de cette quête de 10 ans devint un témoignage du pouvoir d'un amour persistant et de l'importance de ne jamais abandonner espoir. Les marches quotidiennes de Beth vers le lac étaient non plus qu'un rituel de deuil maternel. Elles incarnaient une foi inébranlable que la vérité finirait par surgir et que justice retardée n'est pas justice refusée. L'affaire mit aussi en lumière que les prédateurs les plus dangereux se cachent parfois à visage humain, paraissant bienveillants, tout en dissimulant des secrets terribles. Kevin Brennan avait ainsi participé aux recherches non par compassion, mais pour rester connecté et jauger la progression de l'enquête. À mesure que Maple Falls se remettait du traumatisme, la communauté se rassembla de manière inattendue pour les résidents de longue date. L'expérience partagée de la perte et de la reconstruction tissa des liens au-delà des divisions habituelles. Le jardin commémoratif planté près du lac en l'honneur d'Ashley devint un lieu de rencontre familiale. Un rappel que même dans les heures les plus sombres, la beauté et l'espoir pouvaient me renaître. Et parfois, lors de matins silencieux de septembre, quand la brume se lève sur le lac, les visiteurs du jardin rapportent entendre, portés par le vent, le léger son d'un rire. Comme si, quelque part au loin, une fillette de 12 ans chevauchait encore son vélo dans la lumière du matin, libre pour toujours et à jamais jeune. Son casque violet à étoiles argentées captait les rayons du soleil, alors qu'elle pédalait à travers un monde où l'amour transcende la perte et où l'espoir perdure malgré l'indicible tragédie.